Bonjour à tous, je vous propose de débuter cette table ronde. Bienvenue donc à cette table ronde sur le thème des startups Deep Tech. Je m'appelle Christine Vaca, je travaille au sein de la société d'accélération de transfert de technologie qui s'appelle Linxium et je serai votre animatrice pour les 90 minutes qui arrivent. Dans l'idéal, il faudrait que notre table ronde soit collaborative. Alors je vous propose d'ores et déjà de mettre en œuvre 2 techniques d'animation qui sont très à la mode en Californie en ce moment. Et donc, je vais avoir besoin de vous. Alors, la première de ces techniques, ça s'appelle l'opinion poll. Alors, je vais vous expliquer comment faire le bon geste et puis vous le ferez après moi, hein, d'accord ? Vous allez débuter avec le bras droit aligné le long de votre cuisse et puis vous allez élever votre bras vers le ciel, index tendu. Jusque-là, vous me suivez ? Allez-y. Super. Philippe, Hamid, Maximilien, tout le monde est en maîtrise? Merci beaucoup. Deuxième technique, c'est celle du clap. Alors le clap, pas très difficile non plus, hein. Vous allez mettre vos avant-bras en position 90 degrés, un espacement de 40 à 50 cm à peu près, hein, et avec une vitesse, alors attention, hein, contrôlez bien, de 3 à 4 km/h. Vous allez faire en sorte que vos mains se rejoignent, qu'elles émettent un clap. Dès que vous entendez le clap, vous revenez en position initiale et vous recommencez pendant 6-10 fois. L'objectif étant de faire un maximum de bruit. D'accord ? Vous pouvez également taper des pieds si vous le souhaitez. À 3, on y va. 1. Les bras sont prêts ? 2, 3. Allez-y ! Eh bien, super, vous êtes merveilleux, je vous remercie. Alors, pour vous faire plaisir, je vous ai préparé 2 belles histoires. Celle de HP et celle de « Il était un fruit ». Alors, HP, les Grenoblois, pardonnez-moi pour ceux qui ne sont pas de Grenoble, mais pour les Grenoblois, HP, on est tous très familiers avec cette société parce qu'on y a travaillé, parce qu'un membre de notre famille y a travaillé, parce qu'un ami y a travaillé. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire d'HP très rapidement. Nous sommes début 1939, loin des bruits de bottes en Europe, dans une paisible vallée d'arbres fruitiers au sud de San Francisco. 2 jeunes diplômés de Stanford viennent de fonder dans leur garage une société d'électronique avec l'aide de leur ancien professeur Frédéric Terman. Leurs principaux produits sont des oscillateurs qu'ils vendent notamment à Disney. En 1968, quand la guerre éclate dans le Pacifique, Packard se met à travailler sur des technologies anti-radar et des fusibles d'artillerie et échappe ainsi à l'armée, contrairement à Hewlett. Puis le temps passe, avec sa ligne HP 2100, la firme entre en 1966 dans le marché de ce que l'on appelle le mini-ordinateur, c'est-à-dire des engins de la taille d'un simple meuble et ne remplissant plus une pièce entière. En 1968, le HP 9100 sera le premier appareil au monde à pouvoir être qualifié d'ordinateur personnel. L'histoire se poursuit pendant des décennies et HP devient au cours des années 2000 le leader mondial du PC. Voici pour la première histoire. La deuxième, c'est celle de « Il était un fruit ». Donc c'est l'histoire merveilleuse d'une petite pause 100% plaisir, des pétales de fruits et de légumes juste séchés. Il était une fois une maman. Tout a commencé en 2013 dans le garage de la maison de cette jeune maman dans un village proche de Montpellier. Cela vous rappelle une autre histoire ? Eh bien oui, désolé, il n'y a pas que chez les sociétés américaines que tout démarre dans un garage. Un déshydrateur ménager, de bons fruits de saison de la région et beaucoup d'essais de persévérance. Pas si simple finalement de trouver et d'associer les bonnes variétés de pommes, poires, pêches, abricots ou fraises avec les bons temps de séchage. Un vrai casse-tête. Mais l'essentiel était ailleurs, le plus important a toujours été la motivation de cette maman à imaginer des solutions afin de faire manger plus de fruits à ses enfants. Alors voilà, sur la base de ces 2 belles histoires, j'aimerais que vous me disiez, selon vous, si HP est une start-up. Ceux qui sont d'accord, lèvent la main, s'il vous plaît. Alors, à son origine, je précise, hein. Start-up à son origine, pardon. Ok, c'est assez unanime. Est-ce qu'il y en a qui seraient éventuellement contre cette proposition ?
D'accord. Même question pour Il était un fruit. Est-ce que c'est, selon vous, une start-up ? Qui est contre cette proposition ? Vous êtes peu, hein, mais il y en a qui assument quand même. Hein. Ok, super. Eh bien, en fait, d'un point de vue journalistique et même d'un point de vue des investisseurs, eh bien, ces deux sociétés sont deux start-up et Il était un fruit a levé 1,2 million d'euros en 2016. Donc, encore une fois, on peut vendre des fruits déshydratés sur Internet et être appelé start-up. Donc tout cela est pour illustrer rapidement le fait qu'en matière de start-up, eh bien, on fait vite le grand écart et que du coup, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut bien distinguer les start-up que l'on qualifie de deep tech ? C'est tout l'exercice que nos panélistes vont réaliser devant vous. Donc ce que je vous propose, c'est de traiter ce sujet en 3 temps. On va bien s'aligner sur une définition justement de la start-up deep tech et des critères qui permettent de les discriminer des autres types de start-up. Dans un deuxième temps, on essaiera de comprendre les raisons de cet engouement pour les startups deep tech, également en regardant d'un petit peu plus près quelle est la position de la France en matière de startup deep tech, quels sont ses atouts et comment elle se positionne par rapport à un contexte plus européen et plus international. Et puis, en dernier lieu, on traitera des aspects financiers. Comment ces startups se financent, quels sont les fonds d'investissement qui osent justement parier sur ce genre de startups et quelles sont les dernières mesures en faveur de nos startups deep tech en France. Voilà le programme que je vous propose. Et pour traiter ce programme, eh bien, nous avons réuni 5 panélistes qui sont, à mon sens, des vrais Top Gun. Alors, messieurs, vous pouvez, les panélistes, vous pouvez vous retourner, hein. Voilà, vous pouvez vous admirer, vous voyez ? D'accord. Alors, je vous ai affublé de lunettes Aviator parce que, encore une fois, pour moi, vous êtes des vrais Top Gun. Je fais ma midinette, mais j'assume complètement. Hein. Vous êtes des experts sur le sujet des deep tech sans le savoir et d'avance, je vous remercie de votre contribution. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un Top Gun, c'est un pilote de chasse américain. C'est vraiment la crème de la crème. Hein. Voilà. Donc, je passe le micro à nos panélistes et je leur demande de se présenter rapidement. Je vais commencer par Philippe. Philippe, tu veux bien, s'il te plaît ? Oui, bonjour à toutes et tous. Philippe Saint-Jean, donc je suis d'une part le directeur de TIMSE Image, c'est une unité de recherche du CNRS et de l'Université Grenoble-Alpes. Et d'autre part, je suis le coordinateur scientifique du Centre d'investigation clinique, innovation technologique du CHU de Grenoble et de l'INSERM. J'ai une formation de scientifique, je suis docteur en maths, mais je suis aussi médecin. Et donc, l'innovation telle qu'on l'a vue à l'intérieur de ce labo comme de cette structure CHU-INSERM, elle est au service du patient et notre enjeu, c'est d'être capable de rendre service au patient en lui proposant des possibilités d'aller plus loin dans la manière dont on le soigne. Je me permets de prendre le micro pour compléter parce que je connais Philippe et toute sa modestie, simplement pour vous préciser que Philippe est un pionnier de l'informatique médicale. Avec les travaux réalisés dans son laboratoire et les startups dont il a favorisé la création. À Grenoble, nous avons été parmi les premiers à introduire l'ordinateur au sein du bloc opératoire. Donc ça, il faut quand même l'attribuer à Philippe, tout se mérite. Tu es à l'origine de plus d'une trentaine de brevets et également tu as favorisé l'éclosion plus d'une dizaine de jeunes pousses et il y en a encore à venir. Est-ce que c'est vrai, Philippe ? Ok, merci. Hamid, est-ce que tu veux bien prendre le relais ? Bonjour à tous. Donc Hamid Amraoui, je suis président de la société Uromems que j'ai cofondée en 2011. Uromems, c'est une société qui est en fait un bébé du TIMSE, entre autres. Et on est vraiment à l'image de ce que vient de dire Philippe. On a constitué la société sur la base d'un besoin clinique qu'on est en train de transformer en produit. Je suis à la base, j'ai à la base une formation aussi scientifique. J'ai un doctorat en génie biomédical et derrière ça, j'ai enchaîné avec la création de la start-up Uromems. Donc du coup, tu avais quel âge quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? J'avais 28 ans. Maximilien, s'il vous plaît.
bonjour à tous. Maximilien Moulin, donc je suis manager au sein du cabinet Wavestone dans les technologies. Donc Wavestone, c'est un cabinet de conseil en management et technologie. Et pour ma part, j'ai fait toute ma carrière dans les technologies et j'ai également cofondé l'incubateur de Wavestone. Donc on incube une dizaine de startups. Pas toute deep tech, hein. Il y a de la tech et de la deep tech, on va dire. Et puis, j'ai aussi coécrit une étude qui est sortie en décembre sur les deep tech. Et en fait, c'est une étude mondiale des investissements dans la deep tech. Donc, on a interrogé une centaine d'investisseurs sur le sujet. Et pour voir un peu quelle était la place, en fait, concrètement, de l'Europe et de la France dans le monde sur ce sujet spécifique. Merci Maximilien. Giorgio ? Bonjour, Giorgio Nania. Je suis le cofondateur et PDG de Aledia. Ici à Grenoble, nous faisons des écrans mobiles basés sur la base de LED. On les développe. C'est mon 7e start-up. Le premier, je l'ai fait en Californie il y a très longtemps, en 89. Donc ça fait un moment. J'en ai fait en Angleterre, j'en ai fait 2 en Allemagne. Et celle de l'Angleterre, on a monté de 10 personnes à 5000 à son point élevé. Après, il y a eu la crise de l'Internet. Donc, c'est une triste histoire. Voilà. Merci, Giorgio. Et donc, Paul Fournier, moi, je m'occupe de l'innovation chez BPI France. C'est-à-dire des outils de financement et puis de l'investissement. Voilà. Et j'ai un passé plus dans les télécoms, où je me suis occupé de la DSL dans une filiale qui s'appelait Wanadoo, et puis de l'innovation chez Orange avant de rejoindre BPI France au moment de sa création. Merci à tous. Alors, je vous propose de passer au premier sujet de cette table ronde. Est-ce qu'on peut essayer tous ensemble de s'accorder sur une définition de la start-up Deep Tech pour vraiment comprendre de quoi on parle aujourd'hui? Maximilien, Paul-François, vous avez mené des analyses poussées sur le sujet. Quelle est votre définition de la start-up Deep Tech ? Alors, vaste sujet. Bon, peut-être redire en préambule que votre question était formidablement intéressante au début de ce que c'est qu'une start-up et que nous, il y a 5 ans, quand on a créé BPI France, on a fait un premier travail qui s'appelait BPI France InnoGénération, qui justement peut paraître un peu contradictoire dans mon esprit, il ne l'est pas et je voudrais le partager avec vous, sur le fait que l'innovation pouvait prendre des formes relativement différentes, qui étaient plutôt complémentaires. On avait identifié 6 axes d'innovation, la technologie évidemment, mais il y avait aussi les usages, il y avait le modèle d'affaires, il y avait la distribution, et puis il y avait la dimension sociale, qui est un axe de plus en plus important dans l'innovation, et que le sujet, c'était plutôt de compléter ces différents axes ou ces différentes pétales, sachant qu'une belle technologie, elle a parfois ou souvent besoin éventuellement d'innovation dans la distribution ou dans le modèle d'affaires. Donc effectivement, aujourd'hui, on en reparlera probablement, on revient autour de sujets de Deep Tech. Nous, on travaille beaucoup, j'en parlerai probablement tout à l'heure, pour essayer de mobiliser des moyens beaucoup plus importants avec le gouvernement pour vraiment accélérer sur ce sujet de la Deep Tech. On a essayé de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'effectivement la Deep Tech, sachant que là encore, on n'est pas dans un endroit, j'ai envie de dire, parfaitement défini. On a quelques critères qu'on a en tête. Il y a un critère de complexité propre à la technologie. Il y a probablement un critère pour nous lié à la barrière à l'entrée, aux dimensions capitalistiques propres et de temps de cycle propres à cette technologie, qui sont relativement différentes, évidemment, d'aspects qu'on peut trouver dans d'autres startups, en particulier sur les fruits secs, par exemple, mais pas que. Et puis, il y a évidemment des choses autour j'allais dire, des brevets, de la propriété intellectuelle ou du lien avec les organismes de recherche qui peuvent être un critère. Donc, on n'est pas dans un esprit, nous, on va s'arrêter à quelque chose où on va quantifier précisément avec un deep techomètre, entre guillemets, mais c'est autour de ces différents axes qui vont s'enrichir probablement qu'on est en train de travailler pour essayer de définir et pour nous de mettre en place des outils qui soient vraiment adaptés à ces types de sociétés. Merci. Maximilien ?
Effectivement, c'est un sujet qui est compliqué à définir précisément. Nous, on est parti pour simplifier le sujet d'une idée qui est que la deep tech, à l'inverse d'autres technologies, d'autres startups technologiques ou B2C ou autres, c'est une startup qui se base sur une technologie de rupture, qui se base sur plusieurs années de recherche. Alors c'est effectivement très compliqué de faire un peu la distinction précise parce qu'on va retrouver dans les grandes catégories de deep tech, typiquement l'intelligence artificielle ou la biotech, la medtech, l'IoT, les drones, la robotique, etc., les nanotechnologies, les nouveaux matériaux. On va retrouver des startups qui sont de la deep tech et des startups qui n'en sont pas. Si je prends l'intelligence artificielle qui est très en vogue en ce moment, je sors de Vivatech la semaine dernière, on voit finalement des startups qui ont effectivement plusieurs années de recherche derrière elles. Typiquement, on avait pris l'exemple dans notre étude de Shift Technology qui fait en fait un système permettant de reconnaître la fraude dans les assurances à partir de plusieurs millions d'enregistrements de données en fait, qu'ils ont collectés et d'automatiser ensuite les traitements de cette fraude. À l'inverse, on trouve aussi beaucoup de sociétés qui ont juste récupéré une technologie qui existe sur le marché et qui l'ont adaptée pour un besoin en particulier. Et finalement, c'est ça qui est intéressant dans les deep tech, c'est que ce ne sont pas des sociétés... je prenais souvent l'exemple d'Uber qui finalement se base sur des technologies existantes et les combine d'une certaine façon pour réinventer un modèle d'affaires qui est celui du taxi historiquement, et qui du coup est... on peut critiquer, pas critiquer, mais en tout cas qui a un certain succès là-dedans, n'est pas une deep tech parce qu'il ne se base pas sur plusieurs années de recherche pour développer une technologie. Pour autant, c'est un peu caricatural parce que sur certains pans, quand ils développent le véhicule autonome ou quand ils travaillent sur d'autres pans de recherche, ils vont aussi avoir potentiellement une partie deep tech. Mais donc c'est vraiment cette idée on se base sur de la recherche. On a effectivement, comme le disait Paul, une barrière à l'entrée, souvent un brevet, de la propriété intellectuelle. Souvent, on va, je pense, en parler un peu, on vient d'un laboratoire de recherche, ou en tout cas une partie des fondateurs viennent d'un laboratoire de recherche, pour autant pas toujours. On a aussi d'autres types de cas où des brevets sont rachetés, ou des personnes, en fait, c'est des rencontres entre personnes. Mais donc, on a cette logique de... Voilà, j'ai quand même derrière moi tout un savoir technologique, un peu de rupture, qui fait que la deep tech a un certain intérêt parce que elle va en fait être difficile à copier. Non, je reviens sur ce point parce que c'est un peu la difficulté qu'on va connaître dans les années à venir, mais qui est une bonne difficulté, qui est effectivement de bien caractériser la deep tech, parce qu'on va avoir, nous d'ailleurs, très concrètement, des outils de financement adaptés, donc il faut qu'on puisse identifier les projets ou les entreprises. Mais moi, je suis très sensible au fait que une entreprise peut, comme tu l'as dit, commencer sur un sujet pas deep tech et avoir des projets de deep tech. Tu sais, Uber, Blablacar, par exemple, aujourd'hui, a des sujets d'intelligence artificielle qui peuvent se développer et ça peut continuer à évoluer. Et puis, par ailleurs, il y a des sociétés de deep tech qui vont devoir agréger d'autres éléments pour faire leur innovation qui sont très importantes et qui ne sont pas liées à la deep tech. Je réfléchissais à Euromems, tu parleras tout à l'heure de ton projet. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais la dimension de l'ergonomie, la dimension de la façon dont l'utilisateur va utiliser la technologie même est très importante. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention, parce que comme on est très cartésien, et ça fait partie de nos qualités, on a tendance à classer. Moi, je suis assez sensible au fait qu'il faut qu'on puisse financer la dimension deep tech, mais il ne faut pas que ça oppose le fait qu'il y a d'autres dimensions que la technologie qui valorisent l'innovation, et que d'ailleurs en France, on a parfois un prisme très technologique et on oublie tous les aspects d'usage, tous les aspects de marché, tous les aspects etc., qui sont d'autres dimensions qui peuvent être très innovantes
et qui peuvent au contraire donner encore plus de valeur à la technologie. Voilà, donc super, je crois vraiment qu'on va en parler, un vrai champ devant nous dans la deep tech, mais il y a aussi d'autres dimensions, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a d'autres dimensions dans certaines entreprises qui vont permettre aussi de compléter cette dimension deep tech, et il ne faut pas qu'on l'oublie, et il faut au contraire la valoriser en complément de la technologie. Très bien, merci. Donc du coup, on comprend bien qu'il y a un point prépondérant malgré tout de la technologie dans ces startups deep tech, que ces technologies, vous l'avez dit, elles sont quand même très souvent en rupture avec l'état de l'art, qu'elles ont nécessité des années de développement, hein, plusieurs années, des dizaines parfois, plusieurs dizaines également parfois. Et pour le coup, Maximilien, vous avez évoqué justement un terreau fertile à la naissance de ces innovations qui sont les laboratoires de recherche académique. Et justement, Philippe, toi qui es à l'origine de plus d'une dizaine de startups que l'on peut qualifier pour la plupart de deep tech, qu'est-ce qui fait que, en tant que chercheur, tu arbitres entre une carrière plutôt académique et le fait de favoriser justement l'émergence de ces jeunes sociétés? Comment tu t'accultures au monde de la start-up? Est-ce que tu peux un petit peu nous partager ton expérience? Merci, c'est bon. Merci. En réalité, je n'ai pas à arbitrer entre les activités académiques et l'intérêt pour l'innovation et pour la valorisation. Ça fait complètement partie de la mission du chercheur, de l'enseignant-chercheur. Et alors c'est vrai que on est aujourd'hui en 2018 et je pense que la quasi-totalité de mes collègues diraient la même chose que moi. Peut-être ce qui est original dans notre cas, c'est qu'on a été confronté à cette problématique un peu plus tôt que d'autres. Et la raison en est le fait que nous sommes immergés à l'hôpital. Mon unité de recherche est située sur le site même, dans les bâtiments du CHU de Grenoble. Et je discute d'une manière très naturelle, au SELF ou dans d'autres occasions, avec mes collègues du CHU, mes collègues médecins. Et la plupart des projets qui sont aujourd'hui devenus des startups et des succès, en particulier celui dont parlera Hamid, sont des projets qui sont nés précisément d'un besoin médical et de la capacité d'avoir une culture commune entre des médecins, dont on attend d'abord qu'ils soient capables de soigner, et puis des scientifiques qui sont capables de construire un langage commun pour que les uns soient capables d'exprimer leurs attentes et les autres soient capables de les transformer en idées. Sachant que, quand je dis les autres, c'est pas vrai, c'est vraiment cette symbiose entre les acteurs scientifiques et les acteurs médecins qui est la clé pour pouvoir, de notre point de vue, avoir une innovation de rupture. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Paul. La technique est bien sûr extrêmement importante, et donc cette technique, elle va s'appuyer sur des dimensions scientifiques, mais les aspects humains sont absolument essentiels. Donc nous, on les voit à la fois par la problématique médicale, il n'y a rien de plus humain que la question de la santé ou de la maladie, mais on va la voir aussi par la manière dont les propositions de solutions que nous allons formuler vont pouvoir être acceptées. Donc la motivation, si je réponds sur ce sens-là, elle vient de ma culture médicale et du fait que je n'ai rien contre la recherche fondamentale. D'une certaine manière, je peux dire qu'il m'arrive de faire, il m'est arrivé, parce que peut-être plus maintenant, mais quand je faisais des maths, c'était peut-être de la recherche fondamentale. Et par contre, ce qui nous motive à l'intérieur de notre unité de recherche, c'est que cette recherche fondamentale, elle ait un impact sur la santé du patient. Et d'une certaine manière, moi, je ne sais pas faire la différence justement entre recherche fondamentale et appliquée. Ça me paraît une distinction qui n'est pas très, très intéressante. Et donc, je revendique le fait qu'on soit dans notre unité au service du patient, ce qui implique qu'on soit capable de faire des détours par des aspects peut-être un petit peu théoriques dont on ne voit pas immédiatement l'impact qu'ils auront, mais qui préparent les solutions. Et donc, pour les projets qui nous intéressent, nous les choisissons sur l'impact que nous pouvons deviner sur la santé publique et sur la capacité à aller travailler d'une manière très étroite avec les médecins ou les chirurgiens. Par exemple, d'aller au bloc opératoire. Quand un chirurgien vient nous voir en nous disant « Je sais que tu as robotisé telle ou telle intervention, moi j'ai telle difficulté, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» La première chose qu'on lui dit, c'est « Ok, explique-nous ». Donc ça commence par un PowerPoint, et puis après on va sur le terrain, et du coup il se crée des cours
circuit entre les scientifiques et les médecins. Et donc, le véritable plaisir pour nous, et encore une fois, pour moi, il n'y a pas du tout d'arbitrage, c'est que pour pouvoir répondre à un problème très précis, parce que le meilleur médecin, c'est celui qui connaît ses limites. Donc, c'est lui qui va vous dire, il ne vous dira pas « je suis le meilleur », mais vous pouvez le savoir par d'autres indicateurs. Par contre, il vous dira « je ne sais pas faire ça ». Et j'ai tant de pourcents, par exemple, de prothèses qui sont mal placées. Pour quelqu'un comme Dominique Saralia qui en pose 200 par an, qui est une référence internationale. Et malgré tout, il se dit, tiens, ces prothèses sont imparfaitement placées, comment je peux faire pour aller un cran plus loin? Et donc, l'échange qu'on peut avoir avec lui, eh bien, il nous amène à des propositions qui vont faire un pas de côté, qui vont amener à des thèses, qui vont amener à des publications, donc ça c'est complètement l'activité académique, et qui vont amener jusqu'à des prototypes qu'on va ensuite pouvoir mettre entre les mains des chirurgiens, qui d'ailleurs nous auront envoyé leurs jeunes assistants pour qu'ils se forment, qui passent des masters, puis des thèses. Et donc ces gens-là, c'est des ambassadeurs absolument formidables parce qu'ils connaissent tout ce qu'on peut faire avec la technique. Et surtout, je dirais, ils se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un médecin qui pense qu'on peut tout faire avec la technique et qui, en fait, s'aperçoit qu'on lui a menti en lui disant ça au début. Mais quand il en a bavé un peu dans un master ou dans une thèse, il a la solution à ça. Donc voilà, pour nous, si vous voulez, le plaisir qu'il peut y avoir à partir d'un problème posé par un médecin, disant « moi, je voudrais mieux servir mes patients », quelques années de recherche, un prototype et la perspective qu'on fasse de ce prototype un dispositif industriel qui ensuite est largement diffusé. Dans plusieurs cas, chez nous, ça a été sur des centaines de milliers de patients que ce qu'on avait pu concevoir se met en place. Ben, c'est un moteur. Une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus s'arrêter. Super, merci beaucoup. Giorgio, vous êtes aussi très en lien avec un laboratoire du CEA. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe dans le cadre d'Aledia? Est-ce qu'il y a lieu d'un transfert de technologie? Vous avez également dans votre équipe de fondateurs d'anciens chercheurs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe chez Aledia? Oui. Il y a eu des travaux qui ont été menés pendant 4-5 ans au sein du CEA, et puis quand ils avaient des résultats qu'ils pensaient exploitables, ils sont venus dire, bon, on va faire un spin-out. Giorgio, est-ce que tu veux nous rejoindre? Il faut savoir que dans je vais dire deep tech, mais dans les domaines du hardware, il faut beaucoup d'argent. C'est différent qu'une plateforme de logiciels. On fait très peu de choses, 120, 30, 40 millions. Et malheureusement, si on n'a pas fait avant, on ne trouve pas facilement, justement, c'est deep tech. Donc, on va parler, la définition d'un deep tech, c'est quoi? On va parler à des investisseurs, on parle un quart d'heure, et eux regardent comme ça, ils n'ont rien compris parce que la technologie est très difficile. Donc, ça, c'est du deep tech. Ça fait que c'est difficile à financer. Donc, ils vous regardent, ils ne comprennent rien, ils font comme ça, et puis ils regardent. Si tu en as déjà fait une avant et que ça marchait, c'est bon signe. S'ils connaissent quelqu'un qui te connaît, c'est bon signe. Donc, c'est très difficile de le faire la première fois parce que la technologie, en fait, il y a des petites différences qui font que celle-là va marcher, l'autre ne va pas marcher, mais l'investisseur ne le sait pas. Donc bref, moi, en ayant fait quelques-unes avant, ayant perdu beaucoup d'argent et levé beaucoup d'argent, j'ai levé plus d'1 milliard et je l'ai dépensé. Ah oui, et j'espère pour des bonnes causes. En fait, l'équipe technique est venue me chercher et on a fait la société ensemble. On a pu la financer à 12 millions le premier tour parce que il me connaissait d'avant. Sinon, elle aurait été financée à 2 ou 3, comme c'est typique, et ça aurait vivoté pendant un moment, et puis le marché, il passe. Malheureusement, il faut pouvoir s'organiser pour faire quelque chose que si ça marche, on lève jusqu'à 100 millions. Et c'est difficile. Déjà, en France, c'était difficile de le faire il y a 10 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, et je pense que dans 5 ans, ce sera énormément plus facile. Donc, je vois des énormes changements en France pour avoir fait des startups aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une bonne trajectoire. Mais donc, continuons sur Aledia. Donc, on a créé la société en fin 2011, mais il n'y avait pas d'argent, donc rien ne s'est passé. Tant qu'en 2012, on n'a pas trouvé l'argent. Et on pensait arriver au chiffre d'affaires 2 ans plus tard. C'est 6 ans plus tard, on n'y est pas encore. Il nous manque 2 ans. La même histoire qu'en 2011. Hein. C'est toujours 2 ans. Mais maintenant, on le tient presque. J'ai des échantillons et j'ai des clients et j'ai des grands investisseurs. Donc, ça a été, comme dans toutes les startups, une aventure de haut et de bas. Mais on se rend compte que dans ce domaine, à part le premier financement, pour pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire pour lever les 30, 40, 50 millions, il faut vraiment aller tout de suite à l'international. Le monde du venture capital n'est pas vraiment organisé. En Europe, ils ne comprennent pas
vraiment les investissements importants de technologie. En Californie et en Asie, oui, mais évidemment, il y a un prix. Mais de plus en plus, une fois qu'on a fait une levée de 12-15 millions, il faut vraiment aller chercher les corporate, les stratégiques. Parce que ces gens-là, ils ont un argent pas possible. En 4 ans, je pense que ça s'est multiplié par 4, l'argent qu'ils ont. Je suis peut-être 2 ans en retard avec les chiffres parce que je ne suis pas consultant, donc je le regarde de temps en temps. Mais il y a eu une explosion. Donc, il y a les gens comme Google, comme Intel, comme Samsung, comme SoftBank à un niveau plus élevé, ont énormément d'argent et sont prêts à faire les investissements qu'il faut pour changer vraiment des technologies. Changer vraiment une technologie deep tech dans le hardware, enfin, je ne veux pas exagérer, mais c'est de l'ordre de 100 millions. Donc, ce n'est pas les 2 millions au début. Et l'erreur, c'est de partir avec 2 et de ne pas pouvoir réussir. Parce qu'après, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Bon, bref, c'est une longue réponse, mais voilà où on est maintenant. Merci. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, à partir des travaux du laboratoire, eh bien, vous le disiez, il y a encore des années de développement technologique pour porter ces travaux qui sont de grade laboratoire à un grade industriel. Dans ton cas, Hamid, où est-ce que tu en es? Comment est-ce que tu parcours ce chemin du point de vue technologique? Alors nous, le projet a démarré, c'était en 2006. Il est parti d'une expression d'un besoin d'un chirurgien, le professeur Moser, qui est mon associé maintenant, qui est venu voir Philippe, qui est venu voir, qui a dit j'ai un problème. Donc, en l'occurrence, nous, on est en train de développer un dispositif implantable actif pour le traitement de l'incontinence urinaire sévère. C'est super long à dire et c'est pas très sexy comme sujet, mais ça représente un marché d'1 milliard de dollars. Ça, c'est plus sexy quand même. C'est ce qui a permis de convaincre les investisseurs qui sont aujourd'hui chez nous. Et donc, on a démarré, il y avait vraiment une feuille blanche. Et on est deep tech malgré nous, parce que finalement, on a dû développer une technologie qui est assez complexe. Si on avait pu faire ça avec un bout de scotch, on l'aurait fait, mais c'est pas, en l'occurrence, ça ne marche pas. Et donc, on a démarré sur à peu près 4 ans de recherche académique avec 3 laboratoires, le laboratoire TIMC, le laboratoire TIMA et l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et à la suite de ça, il était temps de basculer sur le projet d'entreprise. Et donc, on a commencé à réfléchir, à développer un premier prototype qui allait un peu plus loin que ce qu'on avait fait initialement. Et puis, du coup, 2006, on est en 2018, le produit n'est toujours pas sur le marché. Et c'est normal, apparemment. On a 2 gros challenges. Le premier, on le connaissait, c'était la technologie. Et donc, c'est notre barrière technologique, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs brevets qui protègent notre technologie. Et il y a un autre challenge qu'on a découvert en travaillant sur ce projet, c'est les aspects réglementaires. Aujourd'hui, on n'a pas de normes qui cadrent ce qu'on fait. Et malheureusement, on voudrait avoir des normes. Donc, on va créer ces normes. Et c'est ce qui fait notre challenge aussi. Donc, on a finalement deux gros challenges, la technologie, la réglementation, et c'est ce qui finalement aujourd'hui nous impose des temps longs et des investissements assez conséquents. Merci. Il y a un point que je voudrais évoquer avec vous en tant que critère et qu'on n'a peut-être pas encore mis à jour jusqu'à présent, c'est celui de l'équipe qui porte ces startups deep tech. Qui sont ces hommes? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques particulières? J'ai lu certains articles où on parle d'entrepreneurs scientifiques, de chercheurs qui deviennent entrepreneurs. Alors Giorgio, on a été vous chercher pour vos compétences de businessman, votre expertise managériale, organisationnelle. Mais par contre, vous avez 2 cofondateurs qui sont des scientifiques purs. Comment on réussit à mélanger l'huile et l'eau? En effet, un scientifique pur, l'autre avait quand même fait une start-up avant et il était dans des positions de management depuis longtemps. C'est clair que, tout le monde se dit oui, je vais faire plein d'argent, etc. Mais en fait, on est tombé amoureux de la technologie et on a la passion de vouloir changer un peu le monde. Et c'est ça qui mène les gens. Donc, chacun a des plus, des moins, des choses où il est plus bon. Mon job en tant que manager, c'est utiliser les points forts et puis pallier aux points faibles ou faire... J'interviens là où il y a besoin que j'intervienne. Et tout le reste, je laisse faire parce qu'il y a plein de travail pour tout le monde. Donc, s'il y a une passion, ça marche.
Si la passion elle est perdue, bon, donc c'est très simple comme réponse. Après, il y a des gens qui sont plus flexibles, plus à l'écoute, et des gens qui sont un peu plus raides. Il y en a qui démarrent une société et puis ils veulent rester dans le côté scientifique. Là, ça marche pas bien parce que ça n'a rien à voir. Je sais pas. Moi, non, je suis contraire. Je pense que je vais là où il faut. Je me réinvente. Chaque start-up, c'est une aventure. Chaque start-up, il y a des problèmes de gens différents. En général, le succès, c'est toujours dépendant des gens autour. C'est pas facile de changer les gens. Vous remplacez pas des gens facilement. Vous retrouvez pas la même chose. Et c'est peut-être un passage dans une société, quand les fondateurs partent, c'est une autre société. Donc, la culture d'une société, ça commence vraiment dès le début. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas se focaliser que sur la technologie. La culture de l'entreprise a beaucoup à faire avec son succès. Et ça, c'est vivant. Chaque personne qui arrive la change. Je pense qu'en général, on sous-estime tout ça. Merci. C'est vrai que ce mot patient, il est important à retenir. Hamid, dans ton cas, c'est ton driver au quotidien? Oui, et toute l'équipe aussi. Effectivement, il faut une équipe passionnée, sinon ça ne marche pas. Évidemment, avec les compétences qui vont avec. Et aujourd'hui, nous, on a une équipe exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire tout ce qu'on fait et avec finalement peu de monde, puisqu'on va être 20 dans quelques semaines, mais pour un projet qui est assez conséquent. Et puis, initialement, effectivement, on a tout de suite réfléchi à une équipe de fondateurs qui était complémentaire. Et ça a été vraiment clé. Donc moi, on était 3 cofondateurs. Le professeur Moser qui a la dimension clinique et marketing, et qui a l'expérience aussi d'autres startups précédemment, donc qui a une très très belle vision de ce que c'est qu'un marché, que la valeur d'un marché, et en même temps qui est au bloc actuellement, il doit être encore au bloc. Et une autre personne, Stéphane Lavallée, qui est un serial entrepreneur, qui nous a accompagnés finalement, en tout cas qui m'a accompagné en tant que mentor pour justement adresser toutes les problématiques de création d'une start-up. Et donc on a démarré avec ça, et puis finalement effectivement on demande d'avoir de la flexibilité dans l'équipe, parce que on passe différents caps, on peut changer facilement de cap parce que c'est la vie de la start-up, et il faut être mentalement flexible là-dessus. Merci. Alors, on peut retenir d'ores et déjà, encore une fois, en termes de critères, que dans la start-up Deep Tech, il y a un poids prépondérant de la technologie, que, vous l'avez dit, Paul-François, il y a nécessité, encore une fois, de conduire du développement pendant quelques années avant la mise sur le marché du premier produit. On commence à comprendre que pour parcourir toute cette distance, il y a des gros besoins de financement. Mais alors du coup, qu'est-ce qui vient compenser ces délais, cette prise de risque, etc. En termes de création de valeur, de potentiel de marché? Comment est-ce qu'on caractérise des startups deep tech? Maximilien, Paul-François? Bon, alors j'y vais. Alors, excuse-moi. Donc effectivement, tout le sujet, c'est le modèle aussi financier entre guillemets de ces entreprises. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est en général quand on regarde des entreprises où il y a eu du financement, j'allais dire de l'État, qui est dans les phases early relativement fortes. Ça a été un des vecteurs en Israël. Quand on regarde même l'histoire des États-Unis, beaucoup des entreprises, un certain nombre de ces entreprises de technologie ont été financées par un certain nombre de dispositifs comme la DARPA et autres, où il y a eu des subventions assez massives. Et on voit d'ailleurs encore des entreprises françaises qui sont financées par ces organismes américains. On a toujours un peu un regard, tu connais bien les États-Unis, Giorgio, où en fait il n'y a que le privé qui soutient. Il y a encore des soutiens volontaristes de l'État sur certaines thèses importantes. Donc il faut au début effectivement assumer qu'il y ait un rôle autour de subventions, de moyens de financement. Ensuite, il faut effectivement un écosystème de fonds qui soit capable de tenir ce type de financement. Ce que disait Giorgio et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut du temps, il faut des moyens et du temps. Et ça, c'est vrai que pour le mécanisme du capital risque traditionnel, c'est pas complètement naturel parce qu'un investisseur,
Il voit son objectif, c'est quand même de rendre son argent. Le modèle économique, c'est comme ça, c'est qu'il faut qu'il rende, et même plus que son argent à son investisseur. Et donc, plus c'est loin, plus c'est compliqué d'expliquer à son LP, à la personne qui a investi dans son fonds, qu'il faut le faire. Inversement, c'est vrai que, et c'est tout le pari, ces sociétés ayant potentiellement des barrières à l'entrée ou des technologies très différenciantes, leur marché potentiel est en général le plus important, ou leur capacité de différenciation est très fort. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver, et on en reparlera probablement tout à l'heure, mais c'est aussi ce dispositif d'investissement et ces types de fonds qu'il faut qu'on arrive à mettre en place en France, et c'est tout l'enjeu des prochaines années. On arrive, j'allais dire maintenant, à avoir des dispositifs de financement qui fonctionnent de mieux en mieux sur les startups, pas traditionnelles, je ne sais pas si ça a un sens, mais sur la deep tech, il va falloir, et c'est l'enjeu de ce qu'on va faire dans les quelques années qui viennent, qu'on mette le paquet pour mettre les outils de financement et pour qu'on crée un écosystème de capital risque qui soit capable de venir en complément des fonds étrangers, puisque encore une fois, l'argent, elle est important qu'il vienne, pour qu'on ait une base française de fonds qui soit capable de suivre ces entreprises. Ouais, je suis assez d'accord, et enfin, je dirais française et européenne, parce qu'on n'y arrivera pas juste en France, je pense. En tout cas, pas tout seul. Effectivement, les besoins en financement dans les deep tech sont extrêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, un investisseur, lui, il a un horizon de plutôt à 10 ans, 10-12 ans, on dit en général. En tout cas, tous ceux avec qui on a discuté nous disaient on a plutôt... alors, potentiellement plus petits. Mais en réalité, la plupart, quand même, ceux qu'on a interviewés nous disaient on ne se fait pas trop d'illusions. Et moi, je l'ai taquiné un petit peu sur le côté plutôt 3-4 ans. Ils me disaient non, quand même, 3-4 ans, c'est beaucoup trop faible. 6-7 ans, ça semble une bonne moyenne. Mais quand même, ceux qu'on a interviewés, alors peut-être parce qu'il y a toujours un peu un biais dans une étude, donc peut-être que ceux qu'on a interviewés étaient plus favorables à la technologie. En tout cas, eux étaient plus sur un horizon de 10 ans. Néanmoins, la deep tech, c'est souvent même plus long. On le voit là, hein, les exemples que vous nous donnez, c'est déjà 10 ans pour mettre le produit sur le marché. C'est déjà pas mal. Enfin, c'est déjà une belle réussite. Donc, le premier point, c'est effectivement le temps. Du coup, il faut des investisseurs qui soient prêts à rester dans la durée et qui soient prêts à mettre des tickets importants. Oui, je peux interrompre jusqu'à un second. Parce que légalement, la plupart des fonds, c'est des fonds de 10 ans. Donc, si vous prenez l'argent dans l'année 4, vous savez que 6 ans, 0 après, ils veulent leur argent. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Ils ont un truc juridique. C'est un fonds, il a 10 ans. Ils doivent avoir vendu l'essentiel. Moi, je suis investisseur aussi dans des boîtes. Donc, je m'attends à l'essentiel de mon argent de retour dans les 10 ans. De temps en temps, il y a une ou deux boîtes qu'ils n'ont pas pu vendre. Il y a une petite tail, un petit reste qui reste 2 ans de plus. Mais vous regardez, quand vous acceptez l'argent d'investisseur, dans quelle année de son fonds il se trouve. Si c'est l'année 7, d'après 3 ans, il veut sortir. Donc, ce n'est pas du tout 10 ans. 10 ans, si c'était théorique qu'il avait l'argent le premier jour et qu'il vous vend le dernier. Donc, en moyenne, 6, c'est bien. Et la pression commence à monter à partir du moment où il leur reste 2 ans dans le fonds. Alors, il y a des fonds qui se mettent en place de 12. C'est beaucoup mieux. Mais après, il y a les stratégiques. Les stratégiques n'ont absolument pas de délai. Donc, quand on passe une étape et on arrive à se faire financer essentiellement par des stratégiques, c'est tout autre chose. Ou quand la BPI intervient, la BPI, je pense, n'a pas le même besoin de 10 ans. Donc ça change complètement la donne. Moi, je regarde nos investisseurs qui sont rentrés en 2012. Normalement, d'ici 2 ans, au début de l'année prochaine, ils vont commencer à me mettre la pression sur la sortie, le bonus du CEO, c'est la sortie, est-ce que tu peux sortir dans 6 mois, etc., etc. Et en même temps, j'ai les stratégiques qui me disent on va faire un produit dans 5 ans, ce sera fantastique. Donc, il faut essayer de tenir les deux ensemble ou de trouver une sortie pour les fonds qui veulent sortir. Et de plus en plus, ils peuvent sortir en se faisant racheter par d'autres. Donc, il faut trouver la façon, si ça prend plus de temps, de donner aux investisseurs la sortie, sinon les conseils d'administration ne se discutent rien d'autre, et vous donner le temps d'arriver à un résultat.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de fonds justement qui se montent et qui aujourd'hui sont focalisés, voilà, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus focalisés sur les sujets de deep tech. Moi, j'ai pas mal discuté notamment avec un fonds anglais qui est Atomico, qui est un fonds vraiment qui fait un focus spécifique là-dessus et qui du coup a conscience de ce que ça implique en termes d'investissement. Et également, il faut effectivement avoir d'autres types de solutions. Nous, ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que globalement, en fait, l'environnement compte énormément. Et l'environnement, ça inclut aussi effectivement les incentives un peu gouvernementales, c'est-à-dire en fait toutes les subventions, prêts et autres investissements publics, mais également ce qu'on fait bien en France finalement et qu'on voit moins, c'est ce côté incubation dans les laboratoires pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'avant de créer la start-up, avant de sortir un peu sur le marché, souvent il y a une phase amont assez longue de recherche sur laquelle il y a un peu moins de pression, pas beaucoup de fonds, pas forcément autant de fonds, mais en tout cas le temps nécessaire pour aussi construire la start-up. Et ça, c'est extrêmement important. Après, effectivement, il faut pouvoir la valoriser. Cette valorisation, elle passe par la valorisation principale des deep tech, c'est leur brevet, c'est leur propriété intellectuelle. Et cette valorisation-là, c'est concrètement la capacité à derrière aller sur le marché et avoir des concurrents, on va dire, un peu moins puissants que soi, puisqu'on a quand même toute cette expertise et toute cette technologie un peu différenciante que les autres n'ont pas. Et c'est ça que recherchent les fonds, à l'inverse de finalement des startups un peu plus traditionnelles où souvent il y a quand même beaucoup une logique de premier entrant, c'est-à-dire en fait je vais aller chercher à développer le plus vite possible ma société pour montrer que pour prendre en fait tout le marché, ou en tout cas être l'acteur majoritaire sur le marché et avoir ce côté un peu truster le marché. Là, j'ai pas ce besoin-là sur des startups deep tech. J'ai pas besoin d'aller aussi vite que ça parce que finalement, le brevet ou les brevets me protègent si j'ai bien fait le job de les déposer, ce qui parfois est aussi une problématique qu'on peut avoir, en tout cas qu'on peut observer. Ok, donc on comprend bien que dans ces startups deep tech, il y a souvent de nombreux actifs en matière de propriété intellectuelle qui sont de nature à rassurer les investisseurs. Mais quand même, c'est certainement pas suffisant, quoi. L'investisseur, il achète aussi une promesse de création de valeur, de marché qui va exploser. C'était l'objet de ma question précédente. Je m'aperçois que j'étais très imprécise. Mais Giorgio, typiquement, qu'est-ce que vous avez vendu en termes de Graal, de chiffre d'affaires, quoi? Oui, c'est clair que les investisseurs ne savent pas vraiment si vous avez effectivement une réponse ou pas. Donc, le moins ils savent, le plus ils doivent s'appuyer sur quelque chose d'externe. Par exemple, est-ce que les clients commencent vraiment à être intéressés? Est-ce que les clients mettent de l'argent? Alors, les VCs vous poussent tout le temps à avoir un commitment d'un client bien trop tôt. Et donc, vous vendez souvent les bijoux parce que il faut démontrer, si le client met de l'argent, c'est que lui, il sait que ça vaut quelque chose. Et donc, vous établissez le fait que vous avez augmenté de valeur. S'il n'y a pas un problème de mettre beaucoup d'années, à condition qu'à fur et à mesure que le temps passe, vous avez des preuves que vous avez passé certains caps qui sont valorisables. Alors, ils le comprennent. Nous, cette année, on a eu un investissement de Intel. Bon, si Intel est rentré, ça veut dire que ça risque d'être assez important. Et donc, d'un coup, la valorisation monte. Bon, après, la valorisation, c'est tout un autre discours. On peut multiplier quelque chose par 4 selon comment on le présente. Moi, je passais ma vie à valoriser des choses 4 fois plus, si on peut. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, il y a toujours quand même des paliers. Ce n'est pas qu'ils vous laissent tranquille pendant 8 ans parce que ça met 8 ans. Personne ne va vous laisser tranquille même une année s'il n'y a pas des choses tangibles. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Après, ce qu'on voit aussi pas mal dans les deep tech, c'est effectivement, et qui a été, je pense, qui est lié à une culture de l'entrepreneuriat qui s'est beaucoup développée ces dernières années. C'est ce côté, effectivement, je vais sur le marché rapidement avec un premier produit, même s'il n'est pas, c'est pas le produit le plus, c'est pas le produit abouti sur lequel je voudrais atterrir. Et potentiellement aussi, on voit pas mal de liens. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut réussir à développer aussi plus. C'est le lien avec les corporates, avec les grands groupes, etc. De co-développement. Je prends un exemple qui est une société, une start-up que j'avais rencontrée, qui est Poietis, qui fait de l'impression 3D de cellules humaines, cellule par cellule. Et eux, du coup, leur idée, c'est demain d'imprimer des organes. Bon, avant d'arriver à ça, ils savent très bien que le chemin sera très long. Ils ont fait un premier produit qui est basé sur l'impression de la peau. Et ils l'ont co-développé avec
avec, alors je ne veux pas dire de bêtises, je me demande, je crois que c'était avec L'Oréal qu'il l'avait fait pour pouvoir faire des tests de produits cosmétiques. Typiquement, ils vendent et dans le co-développement, ce qu'ils font, c'est de la propriété intellectuelle partagée. En fait, ils développent quelque chose ensemble qui appartient aux deux. Et pour autant, la technologie de base qui servira ensuite demain à développer la création, l'impression 3D de l'organe, elle appartient bien à la start-up. Et ça, c'est de nature à rassurer aussi des investisseurs, et c'est aussi de nature à ramener du cash pendant un temps. Et en multipliant finalement ces liens avec des corporates, on arrive à finalement avancer sans avoir autant besoin de fonds. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est Sigfox. Typiquement, Ludovic Lemoine, qui a monté cette société qui travaille sur l'IoT, en fait, des réseaux qui servent aux objets connectés, pour faire simple, il a passé son temps, il nous le disait, à courir après des investisseurs. Peut-être ce que tu as vécu aussi. C'est-à-dire qu'il nous disait, j'allais de tour en tour, c'est-à-dire quand je finissais un tour et un tour de table, et du coup j'allais au suivant, j'allais en chercher un autre, et je le faisais, j'étais obligé de le faire au niveau mondial, parce que concrètement on voulait se développer vite, et du coup on avait besoin de beaucoup de fonds, et il a dû lever plus de 100 millions maintenant, et donc voilà, il a passé l'essentiel de son temps à faire ça, et donc ça peut aussi être une façon de le faire, mais en tout cas c'est une activité extrêmement chronophage derrière. Un des avantages d'aller vers les stratégiques, c'est qu'un PDG d'une start-up qui passe, s'il a des gens capables autour de lui, 80 de son temps à chercher de l'argent, des VCs, c'est que de l'argent, des stratégiques, c'est des clients en même temps. Donc ça fait double usage. Donc normalement, on n'essaye pas de lever de l'argent qui dure plus de 2 ans, parce qu'on pense qu'en 2 ans, l'action va valoir plus. Donc on ne va pas le lever à un prix d'aujourd'hui quand on peut lever dans 2 ans au double. Mais chercher de l'argent, ça met au moins 1 année. Donc vous voyez que déjà, au moins 50% de votre temps, vous êtes en train de faire que ça. Et en général, c'est plutôt 80% du temps. Donc il faut avoir un numéro 2 qui est capable de tenir la baraque pendant que vous êtes tout le temps. Moi, la semaine dernière, c'était la Californie. La semaine prochaine, c'est l'Asie. Il y a 3 semaines, c'était la Californie. Et dans 5 semaines, c'est l'Asie à nouveau. Donc heureusement que j'ai une équipe qui marche. Et moi, je travaille au téléphone beaucoup. Mais ça, c'est une chose. L'autre chose, un mot de modération sur les gens qui veulent faire les startups pour l'argent. On peut faire de l'argent avec des startups, mais attention, le deep tech, c'est probablement le moins intéressant parce qu'il y a tellement de capital que vous démarrez avec des grands rêves, mais à la fin, vous devez lever tellement d'argent que votre part descend. Ceux qui font le plus d'argent, ils démarrent des choses low-tech, alimentation, distribution, marketing, et ils restent propriétaires de la boîte, ou ils gardent une grosse chose. Bon, quand quelqu'un adore la technologie, la question ne se pose pas. Mais je voulais simplement dire que le plus d'argent vous levez, le moins pourcentage de la boîte vous aurez, et donc vous n'êtes pas en contrôle. J'ai des amis qui sont dans le software, ils sont majoritaires. C'est très différent quand c'est votre société. Dans le hardware, vous êtes immédiatement, on peut dire, minoritaire. Il faut l'accepter parce que si vous voulez vraiment changer le monde avec 100 millions, c'est rare que vous gardez 50% de ça. Voilà. Merci Giorgio. Et toi, Hamid, alors du coup, comment tu as vécu les levées de fonds quelle est la promesse que tu as faite à tes investisseurs en termes de création de nouveaux marchés, de création de valeur à travers Euromems? Nous, on a pris le temps qu'il fallait pour faire notre première levée de fonds, notre vraie première levée de fonds, parce qu'on voulait être prêt et parce que j'avais pas le parcours de Giorgio, je pouvais pas dire j'ai déjà fait 2-3 startups avant, donc il fallait aussi montrer notre sérieux et on voulait aussi garder le contrôle. Donc on voulait arriver fort devant des investisseurs pour dire on sait ce qu'on fait. On sait où on va, ça reste risqué, mais par contre on a tout mis en place pour sécuriser le projet. Donc on a fait notre première levée de fonds de 12 millions d'euros l'année dernière, en 2016, et entre-temps on a été accompagné notamment par la BPI, par des business angels, mais qui étaient plus là vraiment pour nous donner un coup de main, des chirurgiens, des industriels qui ont réussi, qui nous ont financé un petit peu le projet. Et donc ça n'a pas été facile parce qu'on avait très peu
de moyens, on ne pouvait pas recruter l'équipe qu'on a aujourd'hui, mais on a fait preuve de patience, et quand on arrivait devant les investisseurs, on avait la réponse à leurs questions. Et la chance qu'on a dans ce projet-là, c'est que le marché, il est là, parce qu'il y a un besoin. Le challenge, c'est la technologie. Donc il a fallu justement montrer qu'on avait tout sécurisé de ce côté pour atteindre le marché qu'on connaissait déjà. Et c'est ce qui a plu aux investisseurs, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a pu lever ces 12 millions d'euros. On sera sur 100 millions d'euros sur ce projet-là à la fin. On le sait, on est déjà prêt à ça. Paul-François, vous êtes prêt à ça parce que vous êtes déjà présent chez Euromems et chez Aledia. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez eu le coup de cœur pour ces deux projets, malgré les risques technologiques qui sont donc dans l'ADN de ces startups? Qu'est-ce qui fait que finalement, malgré le risque, on escompte quelque chose qui va contrebalancer ce risque et on y va, on met de l'argent dans ce genre de start-up? Disons que d'abord, ça fait un peu partie de notre rôle d'avoir des portefeuilles quand on est investisseur en direct. En direct, on investit à peu près 250 millions d'euros par an, donc c'est beaucoup. On est un très gros investisseur, et en même temps, on est une petite part du capital risque. On représente entre 5 et 7% du capital risque, et ça nous va bien parce qu'on n'a pas décidé de nationaliser le capital risque français. Notre principal modèle, c'est de financer des fonds d'investissement qui sont en fonds de fonds. Mais quand on le fait, on essaye de le faire en étant autant que possible en complément du marché. Évidemment, on co-investit en permanence. Donc, dans toutes les entreprises dont on parle, on a co-investi avec des investisseurs, qu'ils soient corporate ou qu'ils soient fonds. Et notre portefeuille, il est déformé effectivement un peu plus sur des sociétés de deep tech. Notre sujet d'ailleurs, c'est à terme d'aller encore un peu plus loin que ça. Mais par contre, comme notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on rende l'argent à l'État, puisque c'est notre argent à tous, on a un portefeuille qui est néanmoins, de façon plus générale, j'allais dire avec un scope d'investissement large, où on a des dimensions de deep tech, et puis on a des dimensions un peu moins de low tech, où on prend peut-être un peu moins de risques, encore que, pour arriver à un portefeuille. Et on a fait d'ailleurs un exercice l'autre jour, dans cette réflexion dont on parlera tout à l'heure, sur comment on peut aller plus loin. Et on s'est rendu compte que sur les sociétés dites de deep tech dans notre portefeuille, en fait, elles consomment, entre guillemets, 2,5 fois plus de capital que les entreprises qui sont, j'allais dire, non deep tech. Donc on voit bien l'enjeu considérable qu'on a à mettre plus de capital dans ces sociétés en tant que telles. Et pour revenir sur votre question, qu'est-ce qui nous plaît? Comme tout investisseur, c'est d'abord les hommes et les femmes qui les constituent. C'est quand même le premier critère, c'est la qualité de l'équipe. Et puis ensuite, il y a effectivement des critères un peu plus rationnels qui sont la technologie, le marché, etc. Mais fondamentalement, souvent, à la fin, c'est une rencontre entre l'investisseur et l'équipe. Et derrière l'équipe, c'est la capacité à transformer cette technologie en création de valeur qui est fondamentale. Merci. Je pourrais ajouter quelque chose. Moi, je pense que les prochains 10-15 ans, il y a une déferlante de technologies qui va s'abattre sur le monde comme on n'a pas vu les derniers 50. C'est écrit partout. Bon, déjà, l'intelligence artificielle va prendre absolument tout ce qu'on fait et va le monter d'un cran. Mais l'intelligence artificielle, donc ça sera fait. La prochaine étape, ça dépend du composant qui est capable de faire la prochaine chose. Et donc, je pense qu'il y a, en tant que simple investisseur, moi, je prends tout mon argent et je l'investis dans des sociétés start-up parce que j'y crois. Et puis, quand c'est beau, c'est difficile de ne pas le faire. Mais je pense que vraiment... on peut presque investir dans la moyenne et ça va monter très très fort dans le futur. On sait que le monde va vraiment changer les prochains 15 ans. Et donc, il faut sauter dedans parce qu'il y a les industries du passé et les industries du futur. L'Europe a toujours l'erreur qu'on n'est jamais capable de laisser ce qu'il y avait derrière et donc on n'a jamais assez pour parier sur le futur. S'il y a un bon moment pour parier sur le futur, c'est vraiment maintenant. Notre monde va changer en 10, en 15 ans avec la technologie. Alors, en revenant à ce qu'on avait dit avant, donc moi je suis aussi citoyen américain, j'ai fait des startups aux États-Unis. Le poids du groupe militaire aux États-Unis ne peut pas être sous-estimé. Je veux dire, DARPA, c'est Defense Advanced Research Agency. Donc, c'est énormément d'argent. La Chine a de l'argent sans limite. Sans limite.
dans les semi-conducteurs, leur fonds qu'ils veulent mettre pour acquérir des choses, c'est 150 milliards. Donc il n'y a pas de limite. Vous prenez votre mallette, vous allez en Chine demain, vous allez des dizaines de millions de commitments des Chinois sans vraiment négocier. En ce moment, il n'y a pas de limite là-bas. Donc si on veut... Non mais ça fait un peu peur. Donc si on veut vraiment essayer de garder les choses en Europe, il faut changer la donne. La France a un écosystème de venture capital sous-développé. Par rapport à certains autres pays en Europe, et certainement par rapport à l'Asie et aux États-Unis, il y a 4, 5, 6 fois moins de dépenses en venture capital par rapport au PIB. Il y en a moins. Bon, ça monte et tout le monde est excité, mais ça monte ailleurs aussi. Ce qui fait que l'État doit essayer de changer les choses, parce que le venture capital tout seul n'y arrive pas. Et c'est des gens qui sortent souvent d'un parcours financier, et non pas comme aux États-Unis, des gens qui ont fait des startups. Donc c'est une mentalité très différente des VCs. Donc moi, je n'allais pas faire une société en France si je n'avais pas, dès le début, des VCs étrangers, parce que je ne faisais pas confiance. Et là, je voulais faire un mot de pub. Je trouve que la BPI a fait des miracles en France. Bon, d'ailleurs, l'empreinte de la BPI est présente partout. Ils ont même mis les doigts sur ma plaque. Hein. Donc, j'ai la preuve. Non, mais sérieusement, la BPI investit dans tous les fonds de venture capital qui font que 40% de leur argent vient de la BPI. Ils ne peuvent pas mettre plus parce que sinon, c'est l'État qui fait tout. Et il y a un moment où ça devient malsain. Mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et réfléchissent à comment pousser en avant l'écosystème. C'est très important parce que quand vous trouvez un investisseur indépendant et que vous arrivez à y mettre la BPI ensemble, vous avez un tour de table. La BPI ne va pas prendre le lead. Donc, si vous avez personne, ce n'est pas la BPI qui va être le premier investisseur. Mais quand on cherche une levée de fonds, il faut trouver le lead, celui qui va prendre le devant, qui va en quelque sorte être le chef de file. Et c'est lui qui décide le prix. Mais après, lui, il met 2 millions, et comment on trouve les autres qui manquent? Et la BPI, souvent, peut être un des autres qui s'ajoute, et d'un coup, il y a une masse critique. Et quand vous avez 2, 3 investisseurs, d'un coup, vous rendez compte qu'il y en a 15 qui veulent venir, parce que c'est des brebis. Dès qu'il y en a 2 qui veulent faire, il y en a 15 qui suivent. Le plus difficile, c'est le premier, et avec la BPI, il y a le deuxième. Ça change énormément la donne, quand même. Alors, effectivement, j'ai mis mon pouce sur il y a 15 jours de Giorgio et j'ai fusillé sa démo. Donc, depuis, je le paye à chaque table ronde. Ouais. Là, tu sais pas avec ça que tu feras ta prochaine levée. Non, merci Giorgio, mais juste, je crois qu'il faut aussi remettre en perspective ce qui est en train de se passer, parce que ça permet quand même, effectivement, je crois qu'on peut à la fois être très excité et avoir peur, et avoir ces deux sentiments, et je crois qu'on a raison d'avoir ces deux dimensions. Le capital risque français, en 2 minutes, il est né à la fin des années 2000. Il a un peu moins de 20 ans. D'accord ? Dans la Silicon Valley, il est né dans les années 50 par un général franco-américain, d'ailleurs, qui s'appelait le général Doriot, qui est devenu américain et qui a créé ce métier d'investir dans les technologies au début des années 50. 70 ans d'expérience, grosso modo, d'accord ? Avec des entrepreneurs qui ont réussi, des fonds de VC qui ont grossi. Nous, on a 20 ans, et ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, on est probablement 2e en Europe en termes de montant investi. On a été en 2017 le premier, en termes de nos fonds français ont été les premiers à lever de l'argent en Europe. Et on a à peu près triplé le capital risque français en 3 ans. Et donc notre ambition, ça doit être d'être le leader européen dans les 3 ans qui viennent et d'être devant l'Angleterre. Et c'est tout à fait possible, d'abord parce que les Anglais nous aident un peu, et puis parce qu'on a une dynamique en tant que telle. Pourquoi c'est très important en fait qu'on soit le leader au-delà de fait ? D'abord parce que ça crée de l'émulation. Moi je suis tout à fait d'accord, il faut créer un écosystème européen, mais moi je crois à une saine émulation. Donc on se bat constructivement avec Londres et Berlin, et je pense que plus on se tire la bourre, plus c'est pour la bonne cause de façon générale. Donc nous on veut être leader du capital risque. Pourquoi c'est très important pour la deep tech derrière ça ? Oui, parce qu'au-delà de ça, pardonnez-moi, mais le développement du capital risque, en France notamment, il est beaucoup lié à la vague du digital. Là, on parle d'une autre vague qui est celle de la deep tech, et du coup, on peut se demander si justement nos investisseurs sont prêts à appréhender ce genre de start-up deep tech. Giorgio le disait, avec des horizons de sortie qui ne peuvent pas être compatibles avec les horizons de sortie exigés, etc. Donc, donc c'est effectivement la question. Pourquoi, votre question indirectement, c'est pourquoi on veut être leader? Est-ce que ça va permettre de répondre à la deep tech? Moi, je crois que oui, ces deux mécanismes sont en fait intimement liés. Pourquoi?
D'abord parce qu'il faut qu'on démontre que le capital risque français, il est rentable. D'accord ? Parce que, honnêtement, créer un système qui soit uniquement basé sur la BPI, moi, ça me fait un travail jusqu'à ma retraite, mais honnêtement, j'arriverai à la retraite et je me dirais, je n'ai pas tout à fait fait mon job. Donc, il faut qu'on crée un système qui, fondamentalement, soit basé sur le fait qu'il y ait de l'argent français, international, qui puisse venir. C'est ce qui est en train de se passer. Petit à petit, on voit de plus en plus de LP. Le fait que les fonds français aient le plus levé en Europe, c'est qu'on est attractif. Pourquoi ? Parce que nos rendements sont meilleurs. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est massivement plus sur la low-tech. Néanmoins, quand on regarde les fonds aujourd'hui, de plus en plus, on voit que la part de deep tech est en train de grossir. Et pourquoi elle grossit ? C'est parce que d'abord, malgré tout, ils voient bien que petit à petit, la technologie est en train d'arriver. Ils ne sont pas complètement myopes. Ils voient bien qu'on est passé de 10 ans de l'iPhone, où on a eu des nouveaux usages, mais que la valeur aujourd'hui, elle est en train de se développer. Et donc, ils voient bien que demain, la création de valeur, comme le disait Giorgio, elle va venir sur ces technologies-là. Mais quand vous avez un fonds de 100 millions d'euros, faire un investissement de 20 millions d'euros dans une deep tech, ce n'est pas possible en termes d'allocation de votre risque. Quand vous avez un fonds d'1 milliard, vous pouvez faire sans problème 10 tickets à 200 millions, à 20 millions pour commencer, et ensuite être capable de mettre 50 ou 100 millions dans une levée à 300 millions. Donc il faut qu'on fasse grossir encore nos fonds pour que leur part de deep tech soit plus importante et qu'ils soient capables de prendre des risques sur une part de leur fonds, qui continuent à faire éventuellement de la low-tech pour entre guillemets, avoir un reach et une logique de portefeuille plus large. Il y aura des fonds d'ailleurs qui feront peut-être que de la deep tech parce qu'ils ils auront les compétences. Mais donc, plus on fait grossir les fonds... vous contribuerez en tant que BPI ? Et donc, tout notre sujet, nous, dans les 5 ans qui viennent, c'est de faire grossir les fonds et de faire grossir la part de deep tech dedans. Donc on est en train de mettre en place un plan assez important qui va être annoncé, qui a déjà commencé à être annoncé et qui va l'être dans les mois, qui aura différentes composantes. Une première, c'est du financement, parce qu'il faut assumer qu'au début, il faut mettre un peu de subventions, d'avances remboursables pour aider ces entreprises qui ont plus besoin de capitaux et leur permettre de lever les premiers 10 millions d'euros dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, c'est un gros plan pour continuer à faire croître le capital risque, et en particulier sur la deep tech, pour faire grandir ces fonds et leur part de deep tech, parce qu'il y a besoin de plus de capital, et attirer de l'argent privé dans ces fonds. Et puis, une troisième dimension sur l'accompagnement, parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, il faut qu'on fasse beaucoup de choses pour que le monde de l'université comprenne de mieux en mieux quels sont les codes et comment on crée une société, qu'est-ce que ça veut dire la valorisation. Il faut que tous les codes de ce monde soient mieux intégrés et puis surtout qu'on fasse de plus en plus de matching parce qu'on disait tout à l'heure, il faut parfois un très bon chercheur qui restera peut-être chercheur, un super entrepreneur et qu'on arrive à créer le monde entre ces deux mondes. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de continuer à avoir beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément deep tech parce qu'ils vont peut-être faire une première boîte pas deep tech, mais la deuxième, quand ils auront commencé à réussir, ils se diront, moi je vais faire un beaucoup plus gros truc et je vais peut-être aller chercher une techno beaucoup plus différenciante et je veux aller faire l'Everest après avoir fait le Mont Blanc. Et donc je voudrais juste expliquer que d'abord c'est les temps de cycle qui sont assez longs, qui ne sont pas toujours acceptables par le politique ou de façon générale, mais malgré tout c'est plutôt des temps de cycle de 4-5 ans. On est sur une base positive. On n'a pas parlé, je vais faire l'étude Wavestone, qui montre qu'en France, tous les investisseurs internationaux considèrent que la France, avec Israël et les États-Unis, est dans le top 3 mondial et le premier destination, tu en parleras tout à l'heure, en termes d'investissement. Donc on a un potentiel, il faut mettre les moyens, il faut que tout le monde soit aligné sur ce sujet de deep tech. C'est la même chose qu'il y a 5 ans sur le sujet de la French Tech. Donc voilà, moi je suis extrêmement optimiste. Et puis oui, on est face à des gens qui ont des moyens dingues. Bon, et donc là, j'ai pas de réponse géniale, si ce n'est qu'il faut continuer de courir. Et puis il faut peut-être qu'on se protège un peu. Je pense qu'il y a quand même à avoir quelques signaux qui arrivent, mais de toute façon, on va pas les arrêter. Donc il faut avec nos petits bras qu'on continue. Et finalement, on arrive à faire bouger les lignes. Est-ce qu'il y a un chiffre clé qu'on peut retenir par rapport à ce plan deep tech justement ? Alors moi, je ne peux pas faire des annonces parce que si j'annonce tout, je vais me faire engueuler par les ministres. Mais on parle quand même en termes de milliards d'euros dans les années qui viennent, en termes de financement et d'investissement. Donc on est quand même sur des sommes. Et moi, je suis très surpris. Je passe mon temps en ce moment dans les cabinets. Ça me prend un peu de temps. C'est mon investisseur à moi. Hein. Donc j'ai passé mes 80% à peu près dans les 6 derniers mois. Mais ça marche. La levée de fonds, elle est très positive. Ils ont envie. Ils comprennent. Je pense qu'ils comprennent ce que dit Giorgio de plus en plus. C'est que la transformation, elle passe par ces nouvelles technologies,
qu'il faut mettre les moyens. Bon, on est dans un pays qui est en pleine transformation, qui n'a pas des moyens considérables, mais franchement, je trouve qu'il cherche à trouver des ressources. Ce fonds de 10 milliards, c'est quand même déjà pas mal de moyens mobilisés. Il y aura des annonces supplémentaires. Il y a vraiment une compréhension qui est en train d'augmenter, et ça, c'est super positif. Merci beaucoup. Si je peux juste rajouter quelque chose pour factualiser la dynamique que tu mentionnais, on est passé quand même en 2013 d'environ 800 000 euros de fonds investis dans les deep tech en Europe à 4,3 milliards l'année dernière. Ce qui est quand même un gap énorme. Et ce qu'on observe, c'est que la croissance de l'investissement dans les deep tech par rapport aux autres startups technologiques, elle est 3 fois supérieure. La croissance est 3 fois supérieure dans les deep tech que par rapport aux autres startups, en Europe en tout cas. C'est globalement quelque chose qu'on observe aussi dans le monde, mais pas à ce niveau-là, pas à cette rapidité-là. Donc nous, on s'est posé la question de est-ce que c'était un effet, est-ce qu'il y avait un effet rattrapage, c'est-à-dire qu'on était un peu en retard et que du coup, l'Europe était en train de se rattraper sur ce sujet. A priori, non. C'est pas ce que nous disent les investisseurs, mais du coup, il y a une vraie dynamique en ce moment. Et je pense que, Paul, ce que tu disais sur le côté un peu... Finalement, on arrive à la fin d'une vague de l'iPhone et du digital, et les investisseurs cherchent la technologie suivante ou la vague suivante. Je pense que c'est assez vrai. Et il y a sans doute aussi, je pense, une vraie, des vrais belles success stories qui ont fait que les investisseurs ont envie d'aller chercher ces deep tech-là qui sont les rendements de demain, et des rendements potentiellement assez importants. Et on a vu des très belles levées l'année dernière, notamment, que ce soit en France ou autour de nous, en Suisse, au UK, des levées de 500 000, 1 milliard d'euros pour des startups de la biotech et de l'intelligence artificielle notamment. D'accord. Et il y a un autre aspect, je pense, qui est aussi important de préciser, c'est une autre dimension, c'est la dimension bancaire, qui n'est pas toujours bien adaptée à justement des projets comme les nôtres. Alors il y a des jolis dispositifs du côté de la BPI où on va avoir des différés qui sont assez longs et qui nous permettent justement de respirer. Mais du coup, il y a aussi et des banques qui comprennent nos problématiques. Après, c'est pas forcément encore bien compris, et finalement, ne serait-ce que de pouvoir faire un différé qui nous laisse respirer, développer la technologie, puis après, du coup, rembourser quand on peut rembourser, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. La même chose se passe au niveau de l'Europe. Il y a une énorme volonté d'investir dans l'innovation. Alors, ils ne savent pas comment faire, mais l'argent existe, contrairement à avant, où il n'y avait pas l'argent. De mémoire, il y a 70 milliards dans le fonds InnovFin. C'est fait pour l'innovation. Or, quand on va parler avec les gens qui le gèrent, c'est des banquiers. Leur outil dit pas de risque, garantie, donc ça ne marche pas. Mais d'en haut, on leur dit de l'investir. Donc, il faut trouver une façon, ici en Europe, d'expliquer aux gens qui ont l'argent comment l'investir. Parce que politiquement, et ça c'est très différent qu'il y a 5 ou 7 ans, il y a le vouloir politique. Et c'est la même chose en France. On a vu, Macron, c'est la France, c'est le pays des investisseurs. Il y a la tête d'affiche, elle est cohérente. Après, quand on regarde les choses pour faire des startups, il faut la technologie. Il n'y a pas de problème. La France a énormément de technologie. Et d'ailleurs, elle n'est pas très exploitée. Donc, il y a une mine. Et les chercheurs coûtent beaucoup moins que dans certains autres endroits, comme en Californie. Après, il faut le venture capital. Et c'est en train d'évoluer. C'est toujours un peu sous-ressourcé, mais je pense que la BPI est en train de faire une grosse différence. Et puis, il y a le management. Jusqu'à récemment, pour moi, l'élément faible en Europe et en France, c'était le financement, mais aussi le manque de management. Et le management, c'est 2 choses. C'est en haut, les gens qui l'ont déjà fait, parce qu'il n'y a rien à faire. La deuxième fois, vous faites 10 fois moins d'erreurs. Et une start-up, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'erreurs. Quand on dit que 80% tombent, souvent, ils tombent avec le PDG qui le fait la première fois. Il y a des erreurs grossières à ne pas faire. Et puis d'en bas, la France a changé en 5-7 ans. Parce qu'avant, les brillants jeunes, ils voulaient rentrer dans la multinationale. Et maintenant, d'un coup, c'est devenu sexy de faire le start-up. Moi, j'allume BFM Radio et on ne parle que de ça. J'en ai marre d'ailleurs. On ne parle que de start-up, du matin au soir. Mais d'un coup, il y a cette frénésie qu'il faut faire. Et ça veut dire que les jeunes viennent. Donc, ça change beaucoup.
en Grenoble en particulier, l'écosystème fait en sorte qu'il y a des gens qui se recyclent et ça change tout la deuxième fois que vous le faites. À Paris, peut-être un peu. Bon, après, une des forces de Silicon Valley, c'est qu'il y a une Silicon Valley, il y a une profondeur énorme. Pour changer de job, on n'a pas besoin de changer de maison. On fait 2 km de plus. Et donc, les gens deviennent plus profonds. Le problème de l'Europe, c'est qu'il y a 27 pays et chaque pays veut 5 centres. Donc, nous, on veut 120 Silicon Valley. Donc, il y a le problème du fait que les gens ne veulent pas changer de maison, d'école des enfants, et de langue de la famille, etc., aussi facilement que ça. Donc, ça reste un problème en Europe. Je suis en train de chercher un directeur financier. Soit je cherche sur Grenoble, je dis ben sur Paris. Les gens de Paris ne veulent pas vraiment venir à Grenoble, ils vont venir 2 jours par semaine. Bon, et voilà. Et donc, il y a encore ces blocages qui ne seront pas faciles, mais par exemple, sur Grenoble, maintenant, il y a suffisamment de gens qu'on peut dire j'ai quand même un certain choix. Et ce n'était pas le cas avant, parce que c'est les gens qui se sont recyclés maintenant la deuxième, la troisième fois. Donc, tout change. Très bien. Il est vrai que parmi la génération des 18-24 ans, il y a un jeune sur 2 qui souhaite créer son entreprise. Donc c'est vrai que la création d'entreprise est devenue une vraie aspiration professionnelle en France. Et justement, Maximilien, est-ce que ça fait partie des atouts de la France en matière de deep tech? Et au final, on parle d'un phénomène de quel ordre? Il y a combien de startups deep tech? Donc à nouveau, la place de la France, quels sont ses atouts sur le sujet? Et puis l'ampleur de ce phénomène. Alors, l'ampleur du phénomène, il est compliqué à mesurer, hein, parce qu'effectivement, comme on ne sait pas, et que déjà c'est un terme qui est assez récent, on ne sait pas bien le découper. Peut-être que la BPI va faire, avec ses travaux, et notamment la nécessité d'avoir finalement des mécanismes d'investissement spécifiques, va faire qu'on saura mieux le découper. On parle de 1000, en gros, on parlait en tout cas de 1000 startups dans le monde qui étaient réellement deep tech. Je pense que c'est très sous-estimé. En France, on ne sait pas exactement dire combien. Je pense que c'est quelques centaines quand même. La force de la France là-dedans, c'est une question de talent. C'est une question de talent scientifique. C'est-à-dire, on a une recherche qui est très forte en France historiquement. On a beau dire oui, on n'est pas dans les top machins des universités. En réalité, quand on regarde les labos de recherche, comment ils sont classés, selon les classements bien sûr, mais on est extrêmement bien classé. Le CNRS, le CEA, sont des laboratoires qui sont, l'INRIA, etc., sont des laboratoires qui sont extrêmement bien cotés sur la place publique parce qu'ils ont des chercheurs qui sont extrêmement talentueux. On a une profondeur sur les sujets mathématiques, notamment sur les sujets informatiques également, et sur tout ce qui est biologie et médical, une profondeur qui est sans pareille mesure quand même. Et d'ailleurs, on voit notamment, moi je regarde particulièrement les sujets d'intelligence artificielle, et du coup ce qu'on voit, c'est que globalement les experts de l'intelligence artificielle dans le monde, ils sont beaucoup français. Alors ils sont recrutés, c'est le problème, ils sont recrutés par des grands groupes américains notamment, mais en tout cas ils viennent de France. Donc les talents ils sont là, les centres de recherche ils sont très implantés. On a également globalement un environnement qui est extrêmement favorable, avec finalement au-delà de tout ce que fait la BPI qui est extrêmement important, notamment tout ce qui vient du soutien public est important, mais aussi on a finalement des transferts possibles entre les laboratoires de recherche et les startups qui sont bien installés. On a, avec notamment 2 mécanismes, les sociétés de transfert de technologie, évidemment, mais aussi les incubateurs spécialisés. Donc là, ça dépend beaucoup des régions et des endroits, parce qu'effectivement, on a chacun nos spécificités. Il y a Grenoble, il y a Bordeaux, il y a Paris, il y a quelques pôles comme ça qui sont assez forts, Toulouse aussi. Mais chacun va avoir sa spécialité, et on va avoir des incubateurs qui se sont spécialisés dans l'incubation de tel ou tel type de start-up. Biotech, medtech, ou bien plutôt IT, ou bien etc. Et elles vont amener un matériel qui est nécessaire. C'est-à-dire que j'ai discuté avec une start-up canadienne qui est venue s'implanter en France, et qui nous disait, en fait, on est venu en France parce que, notamment, on avait réussi à récupérer des fonds européens,
Ça, il faut féliciter l'Europe là-dessus. Et parce que, en fait, on s'installe et on arrive, on a un incubateur, on a tout de près, donc du matériel qui coûte normalement des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, est disponible pour qu'on se développe. Et pour un prix dérisoire, une location dérisoire, parce qu'il y a un soutien public derrière. Donc cet environnement-là, la proximité avec les laboratoires, des laboratoires extrêmement compétents, des centres de recherche, etc., et finalement l'incubation, le transfert de technologie, tout ça fait qu'on a un écosystème qui est extrêmement puissant. Le problème, ce qui nous manque finalement, c'est ce côté accès à la finance, qui est le troisième. Quand on regarde les trois grandes qualités que recherchent les investisseurs sur la deep tech, c'est ça, c'est les talents, l'environnement et l'accès à la finance. Ça vient en troisième, mais à l'inverse des autres startups, ça vient en troisième, mais c'est quand même important. Et c'est vrai que là-dessus, pour l'instant, l'Angleterre notamment, en Europe est devant nous, les États-Unis et la Chine, enfin l'Asie évidemment encore devant, mais pour autant, il y a une vraie dynamique là-dessus aussi. D'accord, merci beaucoup. Il faut qu'on arrive à notre conclusion de cette table ronde. Philippe, moi j'aimerais te demander, que penses-tu des atouts de Grenoble sur le sujet ? Alors, je crois que ça a été dit, la recherche en France globalement est d'excellent niveau, et je pense que c'est tout à fait vrai à Grenoble. On a une chance en particulier à Grenoble, c'est la dynamique sur une université intégrée qui a été impulsée par le succès de l'initiative d'excellence. Et donc là, on voit poindre une solution à ce qui aujourd'hui peut être vu comme un atout, mais est souvent de fait une difficulté, qui est la multiplicité des acteurs, des tutelles, qui ont aujourd'hui à Grenoble décidé de se mettre ensemble. Donc ce sont toutes les universités, les grandes écoles, les organismes comme le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INSERM, le CHU de Grenoble, enfin ouais, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a une 14 je crois. Bref, cette dynamique-là, elle est extrêmement forte et on en sent les effets positifs. Je crois que c'est déjà un atout important et je pense que sur plusieurs domaines qui sont essentiels par rapport au deep tech, eh bien, on voit aussi des compétences très fortes, à la fois dans le numérique, puisque c'est une des compétences historiques fortes de Grenoble. Historiquement, d'ailleurs, il faut se souvenir, et c'est important à noter, Grenoble, je pense, c'est une place forte de l'interdisciplinarité. Pourquoi est-ce que Grenoble est forte aujourd'hui en informatique et en maths appli ? Précisément parce qu'il y a plus de 50 ans, il y avait des matheux qui n'ont pas eu peur de se salir les mains avec l'informatique. Hein, ça paraît paradoxal, mais il y a eu une époque où on avait l'impression que l'informatique, c'était pour les mauvais matheux. Hein, je caricature à peine. Bon, on voit maintenant, vous avez cité les bons Français qui font de l'intelligence artificielle, Yann Lecune par exemple. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui a fait ses études à Grenoble, donc c'est effectivement l'école grenobloise là qu'on retrouve dans ces choses-là. Donc le numérique, nos prédécesseurs qui ont fait le pari de l'interdisciplinarité, d'une certaine manière, ils nous ont montré le chemin, et ça a été renforcé, ça, à nouveau par la dynamique dont je parlais tout à l'heure, et la capacité d'allier des compétences très fortes dans le numérique, des compétences très fortes en physique. Hein, Louis Nel, c'est aussi grenoblois, donc c'est une compétence traditionnelle extrêmement puissante, qui est le substratum sur lequel on trouve après tout ce qui va donner des semi-conducteurs et toute la base de la technologie, et puis aussi le biologique. Et je voudrais rappeler aussi, ça a été évoqué, la dimension sciences humaines et sociales, qui se retrouve maintenant fortement impliquée dans ces dynamiques d'innovation, et qui considèrent que l'innovation, c'est un sujet aussi pour eux, et qui effectivement apporte beaucoup de compétences. Donc voilà, moi je pense que l'atout grenoblois sur le plan de la recherche, c'est son interdisciplinarité. Sur le plan des compétences industrielles, il y a un tissu extrêmement riche de start-up, ce qui fait que moi je suis quelqu'un d'assez heureux dans le métier que je fais, parce que d'une part, j'ai aujourd'hui, quand un projet démarre, comme je le disais, sur la base d'une discussion avec un médecin, on a rarement en interne toutes les compétences. Par contre, on a la possibilité à Grenoble de toujours trouver l'excellent interlocuteur. C'est même des fois une difficulté, parce que les projets européens, par définition, il faut les faire avec plusieurs pays européens. Et je peux vous dire qu'il y a plus d'une fois où c'est dramatique, parce qu'on aurait le consortium à faire uniquement avec des équipes grenobloises. Mais bon, pour pouvoir aller sur un financement européen, et on ne peut pas évidemment faire comme ça. Donc voilà, on a la chance d'avoir la compétence qui est disponible. On a le relais industriel qu'on peut trouver. Alors avec quelques grands groupes, on a quand même la chance d'avoir des groupes comme ST, on peut parler de HP. Et ces groupes-là, évidemment, c'est un relais.
Et les startups qui se créent, Amine en est un exemple, mais il y a toute une dynamique qui s'est mise en place. Et donc, cet ensemble de possibilités-là, j'apprends en vous écoutant qu'aujourd'hui, on trouvait déjà qu'on arrivait finalement, bon gré mal gré, à trouver du financement, mais si je comprends bien, c'est 1 ou 2 zéros de plus qu'on va devoir vous demander. Donc, j'ai bien noté que la prochaine fois, j'irai voir la BPI. C'est pas 100 000 euros que je vais leur demander. Le plus on demande, le plus facile, c'est de l'obtenir. C'est la loi de base de la finance. Voilà. Moi, je cherche 10, je suis allé dans un fonds pour demander 100. Si j'arrive, why not? C'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, je suis très optimiste. Ok, merci Philippe. Je peux faire une dernière pub? Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'ici, on a vraiment de la chance. Le Sénat, c'est vraiment magnifique pour les startups. Non seulement il y a une quantité de technologies inimaginables dedans, mais aussi tous les grands groupes du monde de tech passent ici tout le temps. Et si on est basé ici, ils s'arrêtent à côté à voir ce qui se passe. Je peux dire que chaque semaine, il y a des dizaines de plus grands groupes de technologie du monde qui passent par Grenoble, et nous, on les voit tout le temps. Alors, ils font d'une pierre deux coups, mais ça vaut vraiment quelque chose. Le CA, bon, et on adore se disputer avec le CA, ils sont lents, tout ce qu'on veut, mais c'est magnifique comme outil d'attraction et de repositoire de technologie. Grenoble a de la chance de les avoir. Et le CEA, maintenant, et moi, je suis étranger, fait partie donc de je dis, l'IDEX, ce qui est une excellente nouvelle aussi. Et le CEA fait partie de l'IDEX, l'initiative d'excellence de Grenoble, ce qui est une excellente nouvelle. Merci Giorgio, merci Philippe, vous êtes des vrais ambassadeurs pour Grenoble et puis ça fait toujours plaisir d'entendre ces envolées sur les atouts grenoblois en matière de start-up deep tech. On arrive à la fin de notre table ronde. Merci à vous tous pour vos contributions. Merci à toi, Christine. Je pense qu'on peut applaudir nos panélistes. J'ai encore un certain nombre d'informations à vous donner, dont l'heure du buffet. Donc, restez pour que je vous informe sur ce sujet. Céline, tu voulais... Ah, d'accord. Donc, je vais plutôt inviter Monsieur Christophe Ferrari, donc président de Grenoble-Alpes Métropole, sur la scène. Bonjour, bonjour. Mesdames, Messieurs, merci. En tout cas, je voudrais saluer évidemment, vous saluer toutes et tous, les panélistes. Et les mots qui ont été évoqués à l'instant sont, pour nous, élus métropolitains, et je salue mes collègues Marie-Josée Sala, vice-présidente à l'économie et l'industrie, Klaus Abfast, vice-président à l'enseignement supérieur, la recherche, l'international et les sujets d'innovation également. Saluer conseillère régionale ici présente, et vous saluer toutes et tous. C'est un plaisir d'entendre ce que vous avez dit, parce que nous, quand on dit les politiques, on n'est pas toujours cru sur ce qu'est la réalité du territoire grenoblois. J'ai bien entendu ce que Philippe disait à l'instant. C'est un élément que je n'avais pas forcément, même si je suis universitaire moi-même, mais cette capacité que les acteurs universitaires et scientifiques ont dans ce territoire, peut-être plus qu'ailleurs, restons malgré tout humbles, c'est cette capacité d'aller sur des projets pluridisciplinaires, d'aller finalement au bord des cadres, aux interfaces, chercher là où il peut y avoir justement les développements de demain. Ça, c'est une véritable particularité grenobloise, avec une autre particularité qui fait sans doute cette capacité particulière d'innovation de ce territoire, c'est la capacité qu'ont les hommes et les femmes d'avoir des interactions courtes entre eux pour la construction des projets. Que vous soyez un grand groupe, que vous soyez une start-up, que vous soyez un acteur public, que vous soyez un acteur universitaire, scientifique, il y a une espèce d'horizontalité facile des interactions qui amène avec les uns et les autres, les pôles de compétitivité, etc., tous les acteurs d'innovation, finalement à fabriquer, à construire, à bâtir. En même temps, nous sommes dans un territoire qui aime bâtir, qui aime construire, parce que nous considérons que si nous n'avançons pas, nous reculons. Donc c'est un peu dans notre histoire territoriale que d'être résilient, d'avoir cette capacité. Et évidemment, moi, je suis toujours extrêmement heureux d'entendre les mots qui ont été portés par les uns et les autres ici sur cette capacité particulière de ce territoire. Je salue le président de la Chambre de commerce qui doit arriver, Jean Vélé, et évidemment vous dire que ce Forum 5i qui est organisé par la métropole depuis 2015, avant il était organisé par la ville de Grenoble,
en particulier en partenariat avec les acteurs majeurs de l'innovation et avec le soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est aujourd'hui reconnue comme l'une des principales manifestations européennes de soutien à la création, au développement et au financement d'entreprises innovantes. Cet événement, il est attendu par les acteurs de l'innovation, que ce soit du côté des entreprises et des startups, que celui des investisseurs. Si on faisait un rapide bilan, depuis sa création en 1998, quelques chiffres simples, le Forum 5i a permis à plus de 320 projets d'être présentés à des investisseurs, 320. Une levée de fonds de près de 900 millions d'euros. Nous ne sommes pas loin du milliard, bénéficiant à 110 startups et qui ont environ généré et créé près de 4000 emplois. Quelques chiffres simples qui vous donnent en fait l'étendue de ce qu'est aujourd'hui ce lieu, ce rendez-vous particulier. Et je suis évidemment, en tant que président de la métropole, extrêmement heureux de cela et très fier de cela, de cette dynamique à l'œuvre. Le thème retenu pour l'édition de cette année, les Deep Tech, est aussi innovateur que promoteur. Innovateur car les startups Deep Tech sont basées sur des innovations de rupture, des avancées technologiques et scientifiques majeures, dans des secteurs allant de l'intelligence artificielle aux technologies médicales, en passant par le numérique, l'énergie, l'aéronautique, l'environnement. L'ensemble des secteurs est promoteur aussi, car ces innovations contribuent à apporter des réponses aux enjeux sociétaux et environnementaux des économies qui sont développées et auront ainsi un impact sur nos modes de vie, nos modes de consommation. C'est sans doute un des troisièmes points que nous aimons dans ce territoire, c'est que nous ne pouvons concevoir la technologie si elle n'a pas un sens commun pour finalement notre vie collective, notre société que nous constituons. Le sens, technologie et sens, orientation, direction, amélioration du bien commun, de la vie commune. Et c'est effectivement aussi cela qui est à l'œuvre dans ce territoire, avec cette espèce d'exigence permanente que la technologie, effectivement, serve évidemment cet intérêt sociétal, cet intérêt commun et collectif, dans un souci inclusif et non pas dans un souci de construction finalement des mondes qui ne se parleraient pas, comme si certains seraient effectivement au cœur de l'innovation et touchés par l'innovation, et une partie de nos concitoyens qui en seraient finalement exclus. Il suffit de voir pour cela, vous me permettrez cette digression, et je ne serai pas non plus très long, de voir ce qui a été construit au travers de la French Tech. D'abord, sa direction géographique a été largement étendue depuis la Haute-Savoie jusqu'à Valence, comme une espèce de colonne vertébrale du sillon alpin. Donc cette capacité à dépasser nos frontières administratives, qui est absolument remarquable, mais aussi et surtout de créer au travers des outils French Tech et de la French Tech, de Digital Grenoble, puis de la French Tech in the Alps, un certain nombre d'outils, de projets qui concourent, encore une fois, à inclure ceux qui sont aujourd'hui les plus éloignés du numérique. C'est cette exigence-là qui est aussi, finalement, une marque de fabrique grenobloise et sur laquelle nous aimons, évidemment, parce que, encore une fois, nous nous sentons bien autour de cet ensemble-là. Le Forum 5i est le fruit d'un travail partenarial de plusieurs mois avec les acteurs de notre écosystème, qui témoigne encore une fois de sa performance et de son dynamisme. On sait que travailler de façon partenariale est sans doute ce qui produit le plus de résultats, mais qui nécessite une énergie initiale, une énergie continue, parfois les plus fortes, pour permettre d'obtenir ce que nous avons. La vitrine technologique 2018 est l'occasion de découvrir les deep tech développés par les acteurs régionaux. Je sais qu'il y a aussi des collègues qui nous viennent d'Italie, avec qui j'ai pu discuter hier soir, lors de ce temps particulier que nous avons eu ensemble avec certains d'entre vous.
et d'autres régions de France, puisque nous aimons aussi, ça c'est un des éléments grenoblois, nous aimons accueillir. Donc, toutes les innovations, quelles qu'elles soient, qu'elles ne soient pas forcément créées ici, sont toujours les bienvenues pour venir s'installer en territoire grenoblois et dans cet écosystème si particulier où le cadre de vie est évidemment une des choses que nous jalousons beaucoup, mais que nous savons partager aussi. Donc, message adressé à celles et ceux qui auraient envie de venir passer plus de temps ici. Je voudrais saluer là aussi le concours actif de la Casemate dans ce qu'a été tout simplement cette vitrine technologique. La Casemate, je voudrais le dire ici, avec un petit clin d'œil en leur direction, font partie des plus vieux CCSTI de France. C'est ici, notamment, qu'a été inventée la culture scientifique, la médiation scientifique, parce qu'encore une fois, il ne peut pas y avoir de progrès sans qu'il soit partagé et finalement mis en discussion en lien avec l'ensemble des citoyens. Donc un grand merci à la Casemate, qui avait connu il y a quelque temps de cela un certain nombre d'actes de vandalisme, parce que le progrès parfois ne plaît pas à tout le monde. La technologie ne plaît pas à tout le monde, en tout cas nous, elle nous plaît, et nous la défendons évidemment avec beaucoup de plaisir et de passion. L'innovation est plus que jamais une marque de fabrique de ce territoire, de cette métropole, et cet événement en est la preuve vivante. Les acteurs rassemblés aujourd'hui témoignent de l'effervescence et du dynamisme qui animent notre territoire. Ne boudons pas notre plaisir lorsque nous pouvons montrer cela. Cela ne veut pas dire que tout va bien dans ce territoire. Il y a encore de nombreux sujets à régler, c'est clair, mais sachons aussi mesurer ce que nous avons là sous nos yeux, ces hommes et ces femmes de talent, avec l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, scientifiques, universitaires, économiques, mais également culturels et sociaux dans ce territoire. La métropole encourage et encouragera et soutiendra toutes les initiatives pour ces évolutions technologiques qui contribuent aujourd'hui à demain à repenser notre ville, notre métropole et son environnement. Notre manière de consommer, notre manière de nous soigner, notre manière d'interagir avec les services publics. Pour cela, il faut prendre des risques, mais c'est aussi le rôle d'une collectivité que de prendre des risques avec vous. Et c'est ainsi le message que je voudrais vous adresser. N'hésitons pas à créer, n'hésitons pas en tout cas à être de ce point de vue-là imaginatif. La métropole de Grenoble sera à vos côtés. Merci à vous. Je passe désormais la parole à Monsieur Jean Vellé, président de la CCI de Grenoble. Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je n'avais pas prévu de parler, mais il me semble, je dirais, très sympathique de vous accueillir en tant que taulier, puisque vous êtes dans les locaux de la CCI, et donc ça me paraît normal de vous accueillir dans vos locaux. Dans vos locaux, puisque la CCI, c'est la maison des entreprises, et qu'effectivement, comme le disait Christophe, nous sommes partenaires dans ce forum, nous sommes partenaires depuis le début dans ce forum, nous sommes partenaires également dans la French Tech, puisque nous avons été, je dirais, dès le démarrage de la French Tech, un investisseur, je dirais, actif, parce que quelque part, ça concourt à l'objectif de la CCI, qui est le développement économique du territoire et des entreprises qui la composent. Quand sur un territoire on est une terre d'innovation, il est normal qu'on soit dans ces technologies et qu'on accompagne toutes les initiatives de ce type-là. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il m'a paru important d'être aussi partenaire de ce forum, d'accompagner, je dirais, cet événement qui permet effectivement à chaque fois d'avancer un peu plus dans la connaissance du monde de demain et dans les nouvelles technologies. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir et je souhaite un bon forum à vous tous. Merci.